Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois. Navré de ce petit retard, notre expert psychiatre est toujours en route, donc c'est Koun Isabelle qui va le remplacer cet après-midi. Je voudrais juste dire un mot en introduction pour vous remercier d'être là aujourd'hui dans le cadre de cette première, qui va être donc la restitution d'un atelier de pratique du français juridique dans le cadre de la journée du droit qui est organisée en France début octobre. Et c'est une première en fait que nous organisons aujourd'hui en lien avec l'ambassade de France et plus particulièrement avec monsieur Jean-François Redonnet qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, qui est magistrat de liaison au sein de l'ambassade de France en Thaïlande. Je voudrais également saluer Sébastien Cao, élève avocat au service du magistrat de liaison, et Magali Bourdier, qui est chargée de coopération juridique au service du magistrat de liaison à l'ambassade de France, qui ont participé à l'organisation de cet atelier. Et puis saluer Jean-Baptiste Chauvin, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, qui est avec nous aujourd'hui. Alors cet atelier, c'est une première. Pendant 4 semaines, les personnes qui sont là ont travaillé pour apprendre le vocabulaire juridique, pour apprendre le contexte d'un procès, pour se familiariser en fait avec ce contexte-là, qui est important dans nos sociétés et dont on est parfois fort heureusement éloigné, mais dont il est important d'avoir connaissance. Tous les étudiants ici sont des étudiants soit de l'Alliance, soit d'université thaïlandaise, soit ils sont des spécialistes du droit. Ils ont tous un niveau B2 de français, qui est un niveau avancé, qui leur permet donc de s'exprimer librement dans la langue de Molière, mais surtout dans un contexte aussi technique qu'il a fallu apprendre avec des mots juridiques que même pour des Français natifs francophones, parfois c'est assez obscur. Donc félicitations à vous. Je voudrais les mentionner: Kun Dandan, Kun Kritamet, Kun Karl, Kun Sébastien bien sûr, Kun Tanawit, Kun Piengfa, Marie-Agnès, merci d'avoir accepté de jouer le rôle de la victime, Kun Elio et Kun Lucky qui est donc en route. Il est arrivé, Kun Lucky, très bien, Kun Lucky, nous vous attendions. Je vous invite à monter sur scène s'il vous plaît. Ah bon, alors très bien, il va rester ici. Et je laisse désormais la parole à Isabelle qui a animé cet atelier, et merci à toutes et à tous. Allez-y. Bon. Donc, je n'ai rien de plus à dire. Donc, tout le monde est arrivé finalement. Notre expert est arrivé. Donc, écoutez bien. Peut-être il y a un peu de vocabulaire un petit peu difficile, mais bon, essayez quand même de suivre l'intégralité de ce procès. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin du procès, n'ayez pas peur de poser des questions. Il y aura un échange avec donc, les personnes, pourquoi ils ont donné ce verdict, si vous avez des petites questions d'ordre pratique, comment se passe un procès. Donc il y aura notamment Sébastien qui pourra vous renseigner. Donc n'hésitez pas, on réservera donc quelques minutes à la fin pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter des petits trucs. Voilà. Je rappelle que ce procès est filmé. Donc, après, vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube. Voilà. Très bien. OK. Ça va pour tout le monde? D'accord. Donc, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, le tribunal. Veuillez vous lever. L'audience est ouverte. Oui. Nous avons un dossier de comparution immédiate que nous allons examiner tout de suite. Monsieur Dubois, veuillez-vous lever et approcher à la barre. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, adresse, profession et situation maritale. Madame la Présidente, je me nomme Jean Dubois. J'ai 32 ans. Je suis né le 11 juin 1989 à Marseille.
Je suis de nationalité française. Je suis actuellement intérimaire en contrat de longue durée. Je travaille pour la société Recoursi depuis mai 2018. Je reçois la somme de 1 300 €. Je suis mariée avec Valentine Dubois, avec qui j'ai 2 enfants qui sont âgés d'1 an et demi et 2 ans et demi. Oui. Vous êtes prévenu d'avoir à Paris, le 12 octobre 2023, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Valentine Dubois. En l'espace 3 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur votre conjointe. Fait prévu et réprimé par l'article 222-13 du Code pénal et sous un état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné. Le 7 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés. Vous êtes également prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir de manière illicite fait usage de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiante, fait prévu et réprimé par l'article 3421-1 du Code pénal et sous un état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 7 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris. Vous êtes enfin prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir dégradé ou détérioré deux portes au préjudice de Dominique Duval, propriétaire du logement en location, fait prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal. Vous avez le droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de vous taire. Le tribunal ne peut vous juger aujourd'hui qu'avec votre accord. Est-ce que vous voulez être jugé aujourd'hui ou vous souhaitez un délai pour préparer votre défense? Je souhaite être jugé aujourd'hui. OK. Madame Valentine Dubois, qui se constitue partie civile, sera représentée à l'audience par Maître Péhen. Monsieur Dubois, à votre casier judiciaire, vous avez 4 condamnations, dont une pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants et 2 violences volontaires sur conjoint. Vous avez été incarcéré pendant une durée de 8 mois en 2020 et vous avez été bénéficiaire d'un sursis qui était toujours en cours au moment des faits. Avez-vous des déclarations à faire à ce sujet? Oui, madame, j'ai des choses à déclarer devant vous sur ce sujet. Après notre mariage, nous nous sommes séparés en 2015 jusqu'en mars 2017. Là, c'est elle qui m'a demandé de reprendre la vie commune. Malgré tout cela, je lui ai pardonné. Nous avons pris un appartement ensemble au 28 rue Grande Manosque. En mars 2017, nous sommes répartis à 0. Dans notre relation conjugale, il y a des conflits par rapport à l'argent. Elle m'a demandé de lui payer un billet pour l'Algérie, alors que je gagne seulement 1 300 €. Les fins du mois étaient justes. Je ne pouvais pas payer pour ces fantaisies. Madame la Présidente, c'est moi qui paie le loyer et la location de l'appartement est à mon nom. OK. Je vais maintenant vous expliquer les faits au tribunal. Le 7 mai 2018 à 12h20, les services de police intervenaient suite à l'appel de Madame Dubois, qui disait subir de violences conjugales. Arrivés sur place, les services de police entendaient des appels au secours provenant de l'immeuble. Au 12e étage,
Elle constatait que la porte d'entrée de l'appartement de Madame Dubois gisait au sol et que des traces de sang étaient présentes sur le sol devant la porte. Madame Dubois était assise prostrée en pleurs, avec un enfant en bas âge dans les bras. Elle expliquait que son second enfant était dans la chambre. Les services de police constataient qu'elle présentait de multiples traces de coups au visage et une plaie saignante à la lèvre. Lorsqu'il est entré dans l'appartement, il a constaté que la porte de la chambre dans laquelle était l'autre enfant était également dégradée. Madame exposait que monsieur avait pris la fuite à leur arrivée vers l'hôte de l'immeuble. Les services de police ont appelé monsieur Dubois qui se dissimulait. Il était porte d'une sacoche contenant 3,4 grammes de résine de cannabis. Madame Dubois exposait qu'elle était mariée depuis 2013 avec monsieur et qu'il avait 2 enfants en bas âge. Elle exposait qu'ils s'étaient déjà séparés de juillet 2015 à mars 2017 suite à des violences qu'il avait commises sur sa personne. En mars 2017, ils avaient décidé de prendre une vie commune. Le soir des faits, son mari avait bancé son fils Nadir, âgé de 12 ans et demi, pour le punir. Et s'était interposé et lui donnait alors des gifles et l'a tiré par les cheveux. Il lui donnait également des coups de pied et lui demandait de partir, ce qu'il faisait. À ce moment-là, elle fermait la porte d'entrée à clé et appelait la police. Il s'énervait et défonçait la porte d'entrée et se réfugiait dans la chambre avec les 2 enfants et il défonçait la porte de la chambre. Elle recevait alors des coups de poing et des coups de pied. À ce moment-là, les policiers arrivaient. Elle disait avoir eu peur qu'il la tue. Madame Dubois disait que désormais, elle voulait divorcer et ne plus vivre avec lui, pour ne pas imposer de la violence à ses enfants. Madame Dubois exposait qu'elle lui avait laissé une 2e chance, mais que désormais, c'était terminé. Elle ne souhaitait cependant pas déposer plainte, expliquant qu'elle pensait à ses enfants. Le certificat médical de Madame Dubois mentionnait une incapacité totale de travail de 3 jours et mentionnait plusieurs hématomes sur la paupière inférieure de l'œil, frontal, occipitale, sur le dos de la main, sur l'épaule, sur la face postérieure du thorax et sur le haut de la fesse. Des photos étaient prises uniquement des parties dévêtues de Madame. Elle produisait un certificat médical de son fils, Nadir, mentionnant une incapacité totale de travail de 3 jours et mentionnant un hématome de la cuisse droite de 1 cm de diamètre. Des photographies de l'appartement montraient que la porte d'entrée avait été défoncée. L'enquête de voisinage était négative, les voisins étant absents. Lors de son déplacement dans les locaux de la police, M. Dubois tentait de prendre la fuite et arrivait sur le parking du commissariat qui était fermé. Il était réintégré dans sa cellule sans incident. Lors de contact téléphonique avec son frère, ce contact était interrompu car il lui demandait d'aller voir sa femme. Le certificat médical de M. Dubois mentionnait une incapacité totale de travail de 0 jours, mais notait des démembraisons des 2 mains et une plaie du gros orteil non saturable du pied gauche. M. Dubois niait les faits de la violence. Il exposait que la dispute avait démarré car elle lui cachait des choses sur Facebook. Il disait qu'il s'était énervé, avait voulu aller prendre l'air tout en lui demandant de laisser la porte ouverte. Lorsqu'il avait constaté que la porte était fermée à clé, il s'était énervé et l'avait défoncée. Lorsque Mme Dubois était assise au sol, car il lui souhaitait lui montrer des dégradations qu'il avait commises sur la porte, M. Dubois disait qu'il était en pleurs
et qu'il ne souhaitait pas la frapper. Il disait que c'était elle qui lui avait demandé de s'échapper lorsque la police était arrivée. Il disait ne plus vouloir entrer en contact avec Mme Dubois et vouloir être hébergé par ses parents. S'agissant du cannabis, il reconnaissait sa possession, disant que c'était pour sa consommation personnelle. Dans une seconde audition, il niait toujours avoir porté des coups à son épouse, tout en disant qu'il avait tapé sur son dos pour qu'elle se relève lorsqu'elle était assise dans la chambre des enfants. Il reconnaissait qu'elle avait eu peur d'être frappée, mais disait qu'il l'avait relevée et l'avait embrassée. S'agissant des dégradations sur la porte, il disait qu'il avait préféré s'en prendre à la porte plutôt qu'à sa femme. S'agissant de sa tentative de fuite, il disait qu'il voulait voir le brigadier-chef qu'il avait vu juste avant. Une expertise psychiatrique a été réalisée. Le rapport est détaillé. Nous allons écouter l'analyse de l'expert psychiatre tout de suite. Le juge d'application des peines sollicitait la révocation de sursis avec mise à l'épreuve, exposant que M. Dubois n'avait plus justifié de soins depuis le mois de novembre 2017. Et alors qu'il était reconnu coupable, ce serait la troisième fois qu'il commettrait des faits de violence sur la même personne. Alors, en outre, que le sursis avec mise à l'épreuve était en cours. Monsieur Dubois, reconnaissez-vous les faits? Non, je ne reconnais pas des violences sur mon épouse. Je n'ai pas donné des coups à ma femme. Je reconnais seulement la dégradation de la porte. Je regrette ce qui s'est passé. Je suis prêt, bien sûr, à réparer des dégâts. Si vous ne reconnaissez pas les faits exposés, pouvez-vous raconter ce que s'est passé cette soirée-là avec vos propres mots? Madame la Présidente, hier soir, nous nous sommes pris la tête par rapport à notre fils Nadir qui a 2 ans. C'est-à-dire quand il fait la sieste, notre fils, lui, il a tendance de se coucher tard, donc je voulais qu'il dort près de moi. Sa mère est venue, elle m'a dit c'est bon, il me gonfle, je vais le coucher dans la chambre. C'est là que je lui ai dit « Pourquoi tu me caches les choses sur le téléphone ?» J'ai appris qu'elle avait un compte Facebook alors qu'elle me l'avait caché. Moi, je n'ai pas le droit à tout cela. Même, je n'ai pas le droit d'avoir aussi le téléphone dernier cri. Elle m'imposait de rentrer le soir à 21h jusqu'à 22h. Je précise que à chaque fois qu'il y a un sujet conflictuel, on a du mal à dialoguer. Je voulais aller dehors pour me calmer. Je lui ai dit de ne pas fermer la porte puisque j'étais dehors. Je suis sorti, j'ai entendu la porte se refermer et c'était là que je suis remonté et j'ai constaté que la porte était fermée. J'ai des clés de la maison, bien sûr, mais pas celle de verrou intérieur. Donc, je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'ai continué à taper sur la porte pour qu'elle m'ouvre. Et en ce moment-là, elle était là elle était en train d'appeler la police. Une fois que la porte a été cassée, je suis rentré. Elle est partie en courant vers la chambre des petits. Là, elle était choquée d'avoir reçu sur elle la porte cassée. Je l'ai prise par le bras pour la relever et lui montrer que la porte d'entrée est cassée car elle ne voulait pas m'ouvrir alors que j'étais enfermé à l'extérieur. Je précise que mon épouse exerçait sur moi des pressions, c'est-à-dire que je ne faisais que ce qu'elle voulait. Elle appelait la police en intervenant des faits imaginaires. Pour elle, interviennent chez nous et me ramène au poste de police, comme elle a fait à plusieurs reprises. Les policiers sont arrivés et c'est mon épouse, c'est elle qui m'a dit de m'échapper car les policiers arrivaient. Donc, je répète, lorsqu'elle a vu la policier arriver,
Elle m'a dit de m'échapper. J'étais montée à l'étage supérieur. J'ai vu les policiers me chercher. Ils m'ont dit de sortir, ce que j'ai fait. Et je suis allée à leur rencontre. Ensuite, les policiers m'ont interpellée. Ils ont demandé à plusieurs reprises à mon épouse de déposer plainte. Et par la suite, ils m'ont conduit devant vous. Quelle était la raison de votre colère? Elle m'a dit de sortir dehors, de prendre l'air, de fumer une cigarette et après de revenir. En sortant, je lui ai déjà demandé de ne pas fermer la porte afin de ne pas rester sur le palier car le lendemain, je devais travailler. C'est la cause de ma colère. Alors, vous dites avoir relevé Madame Dubois par le bras. Pourtant, le certificat médical constate une incapacité de travail de 3 jours. Qu'avez-vous à dire sur cela? Comment expliquer les hématomes à plusieurs parties sur le corps de Madame Dubois? J'explique ces blessures par le choc occasionné. Lorsque j'ai forcé la porte pour l'ouvrir, elle s'est pris la porte sur elle alors qu'elle se trouvait derrière. En clair, si elle n'avait pas fermé la porte à clé, elle n'aurait eu toutes ces blessures. De plus, je ne savais pas qu'elle était derrière. Je regrette profondément ce qui s'est passé pendant la nuit. Vous niez avoir frappé Madame Dubois. Dans ce cas, comment expliquer que Madame Dubois a déjà déposé plainte à 2 reprises et a décidé d'appeler la police ce soir-là? Elle est peut-être choquée de ce qui s'est passé, je pense. Alors, admettez-vous que vous consommez du cannabis? Oui, mais c'est juste une faible quantité. Je le consomme seulement pendant le week-end. Mesdames, Messieurs les assesseurs, avez-vous des questions à poser à Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, Madame Dubois avait très peur. Est-ce que vous frappez régulièrement votre épouse? Non, je ne l'ai pas fait ça. Outre votre conjointe, avez-vous exercé de la violence sur vos enfants? Non, bien sûr, ils sont mes enfants. Je ne peux pas exercer de la violence sur mes enfants, sûrement. Dans ce cas, comment expliquer la présence de traces de blessures sur votre enfant? Monsieur, franchement, je ne sais pas, peut-être c'est à cause de l'accident de cette soirée-là. Bon. Après avoir été interpellé, vous avez été mis au garde à vue. Après, vous avez tenté de fuir du commissariat. Veuillez expliquer votre raison et votre état d'esprit lors de cette tentative de fuite. Cela faisait 2 jours que j'étais en garde à vue. J'ai descendu les escaliers pour aller voir le chef de brigade qui m'avait dit de descendre. Ils ont cru que je m'échappais. Je voulais joindre mon père. Et puis la dernière question. Étant donné votre situation professionnelle actuelle, c'est-à-dire intérimaire, et le fait d'être déjà condamné en 2020, quel est votre projet personnel en ce moment? Comme je suis tout seul, qui travaille pour la famille, tout l'argent vient de moi. Je dois continuer à chercher le travail pour avoir rapidement l'argent. Ou bien je serai en formation continue afin de trouver un nouveau travail. Je vous remercie, Madame la Présidente. Maître Pihen, avez-vous des questions à poser aux prévenus? Oui, Madame la Présidente. Donc, Monsieur Dubois, vous avez exposé que vous n'aviez pas infligé de violence intentionnelle à la victime. Alors, pourquoi avez-vous cassé les 2 portes et choisi de vous approcher de la victime de telle manière?
Ben, parce que c'est elle qui m'a dit de sortir pour me calmer. Je lui ai dit de ne pas, comment dire, fermer la porte pour que je puisse entrer parce que le lendemain, je devais travailler. D'accord, merci beaucoup. Le mystère public. Avez-vous des questions à poser aux prévenus? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Dubois, comment justifiez-vous vos actions violentes ce soir-là? Ce soir-là, parce que, comment dire, je suis sorti dehors pour me calmer parce que c'est à cause d'elle. C'est elle qui m'a dit de sortir. Mais je lui ai dit de ne pas, comment dire, fermer la porte. Mais finalement, comment dire, elle a fermé la porte et elle était aussi en train d'appeler aussi la police pour, comment dire, m'arrêter. Ouais. Merci. Maître Clément, avez-vous des questions à poser aux prévenus? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Dubois, pourriez-vous raconter au tribunal votre contexte familial et aussi votre enfance? Moi, je suis né dans la famille difficile. Mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Je ne me souviens pas de les avoir vus avoir des gestes ou des paroles tendres ou des trucs d'amoureux. Ils passaient leur temps à se crier dessus et du coup, ils nous criaient aussi dessus à moi et à mes frères. Je me souviens d'une fois où ma mère avait craqué la porte de la chambre tellement fort que le mur s'était fissuré. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais aujourd'hui, je pense que ça a une influence sur mes relations. Et pas seulement sur les relations amoureuses. Je ne supporte pas qu'on ose la voix contre moi. Même un bruit un peu fort me crispe déjà. Et j'ai énormément de mal à faire confiance aux gens. D'accord, merci. Monsieur Dubois, veuillez vous asseoir. Merci. Dr Miller, veuillez vous approcher à la barre. Déclinez vos noms, prénoms, âge, profession, domicile. Renaud Meyer, 40 ans, résident à Paris et exerçant la profession psychiatre expert. Levez la main droite et dites « Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous jurez d'apporter votre concours en votre honneur et votre conscience. Veuillez lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Dr Meyer, pouvez-vous résumer votre expertise psychiatrique? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Jean Dubois, 32 ans, domicile à Paris, travaille en tant qu'agent de sécurité. Notre entretien a révélé qu'il a traversé des périodes difficiles durant son enfance, notamment sur le plan éducatif et familial. Il ne s'est pas beaucoup investi dans ses études et a commencé assez tôt à consommer de l'alcool et d'autres substances. Ses parents étaient assez absents et c'est principalement son frère aîné qui a joué le rôle de figure paternelle.
Monsieur Dubois semble avoir du mal à gérer ses émotions et a tendance à réagir impulsivement, surtout lorsqu'ils sont contrariés. Il a aussi une manière de voir les choses très centrées sur lui-même et a tendance aussi à rejeter la faute sur les autres lorsque les choses vont mal. La consommation d'alcool et cannabis renforce ces comportements. Monsieur Dubois a difficulté à se contrôler et à comprendre les émotions des autres, et ce qui entraîne des problèmes dans ses relations et dans sa vie quotidienne. Les actions qui lui sont reprochées semblent être en lien avec ses difficultés personnelles. Monsieur Dubois peut réagir de façon dangereuse dans certaines situations, mais il est jugé capable de répondre de ses actes devant la loi. Il n'est pas considéré comme guérissable actuellement, mais avec un accompagnement adéquat, il peut apprendre à mieux gérer son comportement. Au moment des incidents mentionnés, M. Dubois était en mesure de distinguer le bien du mal. Conformément à l'article 122.1 du Code pénal, un suivi médical psychologique régulier pourrait aider M. Dubois à gérer ses problèmes de manière plus constructive. Merci, je vous remercie. Merci, Dr. Meyer. Voyez-vous une possibilité de réhabilitation définitive de M. Dubois? Oui, il est possible que M. Dubois se réhabilite définitivement à condition qu'il arrête de consommer les substances nocives comme cannabis et d'alcool. Monsieur, Mesdames, les assesseurs, avez-vous des questions à poser au Dr. Meyer? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Meyer, d'après votre analyse psychiatrique, y a-t-il de possibilités que M. Dubois recommet la violence sur sa conjointe? Je ne peux pas vous affirmer avec certitude qu'il ne recommencera pas la violence envers sa conjointe. Cependant, il est possible que de tels comportements surviennent s'il est sous l'influence d'alcool et cannabis. Merci beaucoup. Maître Pirenne, avez-vous des questions à poser à Dr. Meyer? Oui, Madame la Présidente. Donc, étant donné votre diagnostic, le prévenu est sévèrement irritable et lunatique. De plus, il ne ressent pas de culpabilité ni de remords. Est-ce qu'il est possible qu'il exerce de la violence en dehors du cadre familial? Oui, c'est... d'après mon analyse, je pense que c'est possible. D'accord, merci beaucoup. Le ministère public, avez-vous des questions au Dr. Meyer? Oui, Madame la Présidente. Selon votre conclusion, ces comportements violents et impulsifs sont à cause de la consommation régulière de cannabis, non seulement le week-end, c'est ça? Oui. Et ils posent des dangers au public. S'il est sous l'influence, oui, c'est possible. Donc, vous suggérez qu'il suive un traitement psychiatrique? Oui, je suggère fortement. Merci. Maître Clément, avez-vous des questions au Dr. Meyer? Oui, Madame la Présidente. Monsieur l'expert, selon votre conclusion, sans cannabis, est-ce qu'il y a moins de chances que Monsieur Dubois réagisse avec la violence? Oui, je pense que s'il arrête de consommer, la possibilité, c'est beaucoup moins. D'accord, merci.
Merci, Dr. Meyer. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Merci. Madame Valentine Dubois, levez-vous et approchez à la barre. Vous n'avez pas à prêter serment car vous vous êtes constitué partie civile. Veuillez donner votre nom, prénom, âge, domicile, statut familial. Valentine Dubois, 34 ans, demeurant au 28 rue Grande à Manosque, sans profession, mariée à Monsieur Jean Dubois depuis 2013. Merci. Mesdames, Messieurs les assesseurs, avez-vous des questions à poser à Madame Dubois? Madame Dubois, comment vous vous sentez aujourd'hui? Assez bouleversée, je dois dire. Je ne m'attendais pas à subir de nouveau des violences de la part de mon conjoint. Alors, en 2015, vous avez décidé déjà de vous séparer de M. Dubois. Quelles sont les conditions qui vous permettaient de reprendre la vie commune avec M. Dubois? Alors, il y a eu deux éléments importants. Le premier, nous avons 2 enfants en bas âge, de 2 ans et demi et 1 an et demi. Donc, je pensais que pour leur éducation, il était mieux pour eux d'avoir leurs 2 parents à domicile. Et Monsieur Dubois avait l'air de vouloir se soigner et se calmer. Alors, est-ce que vous croyez que ces conditions existent toujours aujourd'hui? Manifestement, elles ne sont plus réunies. L'épisode d'hier soir m'a ramené quelques années en arrière et m'a fait comprendre que les soins qu'il prétendait suivre n'ont pas abouti. Avant l'incident d'hier soir, est-ce que vous avez repéré des signes anticipant le passage à l'acte de M. Dubois? Depuis la reprise de la vie commune, habituellement, il lui suffisait d'aller faire un tour, de se calmer, et il semblait revenir à peu près d'humeur égale. Mais il a recommencé à boire il y a peu et probablement à fumer du cannabis. Et j'ai senti que sa colère était de plus en plus difficile à maîtriser. Je vous remercie. Maître Pihen, avez-vous des questions à poser à Madame Dubois? Oui, Madame la Présidente. Madame Dubois, je sais que ce ne sera pas évident pour vous, mais est-ce que vous pouvez exprimer vos sentiments lorsque le prévenu a cassé la porte et entré dans la chambre? J'ai été terrifiée. Je m'attendais à ce que prendre l'air lui permette de se calmer un petit peu. Et lorsqu'il a commencé à tambouriner sur la porte, j'ai eu très peur pour mes enfants. D'accord, merci. Le ministère public, avez-vous des questions à poser à Madame Dubois? Oui, Madame la Présidente. Ce n'était pas vous qui lui demandait de s'échapper. Non, c'est moi qui ai appelé la police, donc je n'allais pas lui demander de s'échapper ensuite. Est-ce qu'il vous menaçait régulièrement? Pas depuis la reprise de la vie commune, même si parfois sa colère était difficile à maîtriser. Donc, après cette tragédie, vous ne voulez plus qu'il soit le père de vos enfants? Il sera toujours le père de mes enfants, mais en revanche, je souhaite l'éloigner de moi et de mes enfants parce qu'hier soir, il s'en est pris à notre fils aîné. Merci. Maître Clément, avez-vous des questions à poser à Madame Dubois? Oui, Madame la Présidente. Madame Dubois, est-ce que c'est vrai que vous êtes sans profession et que vous ne gagnez pas d'argent pour la famille? C'est exact. Je suis sans profession actuellement, mais ceci est à la demande de mon époux qui préférait que je me consacre à l'éducation de nos enfants. D'accord, merci. Okay, Madame Dubois, veuillez vous asseoir. Merci, Madame la Présidente. Nous en avons fini avec l'examen des faits reprochés à M. Dubois et de sa personnalité. Nous allons passer aux plaidoiries et réquisitions. Maître Pihen, vous avez la parole
pour la partie civile. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous et toutes réunis ici présents afin de plaider en faveur de la justice et de la sécurité de tous les Français. En premier lieu, permettez-moi d'exposer les faits concernant la femme courageuse qui se tient devant nous. Madame Dubois a été sévèrement anéantie par la personne à qui elle se fie le plus, son cher mari. Sur son corps, nous constatons d'innombrables hématomes d'une gravité extrême. Ces blessures lui laisseront pour tout au long de sa vie des cicatrices indélébiles, lui rappelant pour toujours cet incident inhumain. Enfin, cet incident. Je me permets de vous rappeler que ce prévenu, Monsieur Dubois, avait déjà commis de tels actes 4 fois dont la violence conjugale envers la même victime. En 2015, par exemple. Quasiment identiques furent-elles les conséquences. Le prévenu avait mis sa femme en détresse et en blessures immésurables. Cette fois, la victime est examinée par le docteur et est diagnostiquée en état de 3 jours d'incapacité totale de travail. Excusez-moi. 3 jours. 3 jours que la victime a subi n'est en aucun cas un chiffre à minimiser. Cela peut sembler court, mais il représente 3 jours de souffrance physique et émotionnelle pour cette femme courageuse, qui malgré tout possède de la conviction et se tient devant nous tous et devant la justice. Toutefois, Mesdames et Messieurs, je suis navré, tellement navré, de vous informer que Madame Dubois n'est malheureusement pas la seule victime de cet homme. En infligeant de la douleur à sa femme, il a laissé un hématome sur la cuisse droite de son propre fils, sous prétexte que ce dernier l'avait dérangé en regardant la télévision. Je me permets de vous poser une simple question. Est-ce normal? De plus, la porte d'entrée et celle de la chambre ont été détruites, résultant de son incapacité à sympathiser avec d'autres êtres humains. Madame Duval, se constituant partie civile, est la propriétaire des 2 portes endommagées. La dégradation des portes n'est malheureusement pas la fin de cet acte violent, car l'on ne sait jamais à quel moment ce prévenu va recommencer. Et si jamais cela arrive, qui serait responsable de tels actes, ravages prévisibles? Je crois dur comme fer que nous partageons tous les mêmes sentiments, les sentiments ressentis par les 3 victimes. Ces actes répréhensibles ne peuvent rester impunis. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, de condamner le prévenu à payer à Madame Dubois des dommages-intérêts au montant de 2 000 € compte tenu de son salaire et de 1 500 € pour la part de Madame Duval, la propriétaire des 2 portes endommagées. Les peines que je vous sollicite serviront de rassurer la victime, de dédommager les portes de Madame Duval, mais aussi d'avertissement clair que la société ne tolère pas de tels actes de violence domestique. Nous comptons sur votre jugement équitable pour restaurer la justice et la sécurité pour tous les citoyens français et bien sûr françaises. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Maître Pirenne. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, le 7 mai 2018 à 2h20, les services de police intervenaient suite à l'appel de Madame Dubois qui disait subir des violences conjugales. À leur arrivée, les policiers ont été confrontés à une scène de violence choquante. Ils ont trouvé Madame Dubois gisant au sol à la porte d'entrée de son appartement, des traces de sang sur le sol devant la porte et Madame Dubois elle-même présentant de multiples blessures au visage et une plaie saignante à la lèvre. Les enfants se trouvaient également dans cet appartement, témoins de la violence qui sévissait dans leur foyer. Madame Dubois a expliqué que son mari, Monsieur Dubois, avait commencé par punir leur fils de 2 ans et demi en le pinçant, ce qui avait déclenché une dispute. Monsieur Dubois avait ensuite agressé son épouse, la frappant et la tirant par les cheveux, avant de défoncer la porte d'entrée, puis la porte de la chambre où Madame Dubois s'était
réfugié avec ses enfants. Intervention de la police a mis fin à cette situation tragique. Mais Madame Dubois a réellement craint pour sa vie. Les services de police interpellaient M. Dubois qui se dissimulait dans les combles. Il était porteur d'une sacoche contenant 3,4 grammes de résine de cannabis. Le certificat médical de Mme Dubois et de son fils mentionne la brutalité de l'attaque qui vaut à Mme Dubois une interruption de travail de 3 jours. Les photographies de l'appartement montrent les dégâts causés par M. Dubois. M. Dubois se défend en disant que ce jour-là, les événements qui ont provoqué sa colère se passaient. Il nie les faits de violence à sa femme et à son fils. Il a dit qu'il avait tapé sur son dos pour qu'elle se relève lorsqu'elle était assise dans les chambres des enfants. Mais cela n'explique pas les plaies chez les victimes. Par ailleurs, il n'est pas possible que selon la déposition du prévenu, cela soit elle qui lui demandait de s'échapper, alors même que c'était elle qui criait au secours. Il a menti au bénéfice de lui-même. Il a vraiment commis des actes violents envers sa femme et envers son fils intentionnellement. De plus, les conclusions de l'expertise psychiatrique suggèrent que M. Dubois présente un état dangereux, un défaut de mentalisation. Il est susceptible, irritable et lunatique, voire imprévisible à la moindre contrariété. Ces traits de caractère sont majorés par la consommation régulière de cannabis et de l'alcool, a noté le psychiatre. Celui-ci est donc en faveur d'une injonction de soins. Les faits sont indiscutables. Le prévenu a commis un délit, la violence envers sa femme et envers son fils, ainsi que les dégâts dans l'appartement. Il a tenté d'excuser et de justifier ses actions. Mais ce qu'il a produit n'est que de grossiers mensonges. Alors, je voudrais proposer des mesures visant à protéger la société contre toute acte violente future de la part de M. Dubois, à assurer le bien-être de l'enfant et à lui offrir la possibilité de se réhabiliter par le biais d'un traitement psychiatrique. Je propose donc la révocation du sursis avec mise à l'épreuve. Premièrement, 3 mois de prison ferme. Cette peine est nécessaire pour punir son comportement violent et garantir la sécurité publique menacée par son intolérance à toute contrariété. Deuxièmement, retrait de l'autorité parentale pour protéger le fils de ce père abusif. Finalement, obligation pour M. Dubois de suivre un traitement psychiatrique conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique qui a noté son état dangereux et son défaut de mentalisation. Il doit suivre un traitement adapté régulier pour sa propre sécurité et celle de la société. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Maître Clément, vous avez la parole pour la défense. Madame la Présidente, je vous remercie. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs, je ne cherche pas à justifier les actions de M. Dubois, mais simplement à vous expliquer comment il en est arrivé là. M. Dubois a une vie malheureuse. Il est né dans une famille extrêmement pauvre et peu éduquée. De plus, son père battait toujours sa mère et ses parents ont laissé son éducation à son grand frère. N'ayant personne qui soit capable de bien s'occuper de lui, M. Dubois n'a jamais appris à se rapporter aux autres. Il ne maîtrise pas ses émotions négatives comme la frustration, le stress ou la colère. C'est-à-dire, il ne sait pas comment se comporter dans la société ou comment maintenir des relations saines, y compris bien sûr sa relation amoureuse avec Madame Dubois. Mais maintenant, il a fondé une famille. Il a une épouse, 2 enfants en bas âge et il fait de son mieux pour s'occuper d'eux. En tant qu'intérimaire du bâtiment, il ne gagne que 1 300 € par mois, mais c'est avec cette somme modeste qu'il nourrit sa famille et il le fait tout seul.
parce que Madame Dubois est sans emploi. Le stress immense de devoir subvenir seul aux besoins de sa famille pousse Monsieur Dubois à fumer du cannabis. Et c'est cet usage de stupéfiants qui aggrave encore ses défauts de caractère notés par Monsieur l'expert, notamment le manque de mentalisation et le passage à l'acte facile. Autrement dit, sans l'influence de cannabis, peut-être Monsieur Dubois n'aurait jamais commis ces actes de violence. Maintenant, je voudrais passer à la peine que Monsieur Dubois mérite. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, il y a une citation célèbre qui convient parfaitement à cette situation. La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. On a déjà incarcéré Monsieur Dubois pendant 8 mois pour cette même infraction, la violence conjugale. Et aujourd'hui, on voit que ça n'a pas marché. Je suis donc convaincue que l'emprisonner à nouveau ne changera rien. Mais imaginons un peu les conséquences de sa réincarcération. Tout d'abord, il perdra son travail. Mais ce n'est pas tout. Si Monsieur Dubois doit aller en prison, ces 2 garçons en bas âge seront également affectés. Je vous rappelle que c'est Monsieur Dubois seul qui souvient aux besoins de sa famille. C'est lui qui paie le loyer chaque mois et la location de l'appartement est aussi à son nom. Avec la réincarcération de Monsieur Dubois, on ne sait pas que deviendront les 2 garçons et Madame Dubois, mais une chose est sûre, leur qualité de vie se détériorera. Enfin, il y a une autre victime, Madame Duval, la propriétaire de l'appartement avec 2 portes défoncées. Si Monsieur Dubois est condamné à une peine d'emprisonnement ferme, elle devra attendre des mois ou même des années, jusqu'à qu'il sorte de prison, trouve un nouvel emploi et commence à payer la réparation du préjudice matériel. Alors, je répète, si on prend en considération les intérêts de Monsieur Dubois, de sa femme et de ses petits-enfants, ainsi que ceux de Madame Duval, la propriétaire de l'appartement, on ne devrait pas le condamner à une peine d'emprisonnement ferme. Mais si la prison ferme n'est pas la réponse, que devrait-on faire? Je vous propose une combinaison de peines alternatives. Premièrement, c'est un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste. Ce stage a pour but la prise de conscience par l'auteur des faits et des conséquences familiales et sociétales de l'acte commis et le développement de nouvelles réponses face à la montée de la violence. Tout cela est exactement ce dont M. Dubois a besoin. Deuxièmement, le tribunal peut aussi prononcer une injonction thérapeutique. Avec l'arrêt de sa consommation de stupéfiants comme le cannabis, il y a moins de chances qu'il réagisse avec violence. Enfin, on peut placer M. Dubois sous surveillance électronique avec un bracelet. Cet appareil va lui permettre de garder son travail. Il pourra ainsi continuer de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, à condition bien sûr qu'il ne s'approche jamais d'eux et qu'il soit hébergé chez ses parents. Et grâce à son emploi stable, M. Dubois pourra se mettre tout de suite à rembourser la réparation du préjudice matériel à Madame Duval, la propriétaire de l'appartement. Pour résumer, avec un stage de la lutte contre la violence conjugale, une injonction thérapeutique et un bracelet électronique, je vous demande de ne pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme. Nous voyons bien que ça n'a pas marché la dernière fois. Alors, s'il vous plaît, cette fois, on ne peut pas faire précisément la même chose et espérer avoir un résultat différent. Ce sera tout pour ma défense. Je vous remercie. Merci, Maître Clément. Monsieur Dubois, levez-vous. Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour votre défense? Non, je n'ai rien à ajouter. Merci, Madame la Présidente. L'audience est suspendue. Le tribunal va délibérer sur ce dossier.
Nous allons délibérer d'abord sur la culpabilité de M. Dubois. Quel est votre avis? Je pense qu'avec le rapport de l'expert psychiatre et avec la déposition de Madame Dubois et les certificats médicaux qui constatent des incapacités totales de travail de 3 jours à la fois sur la personne de Madame Dubois et sur leur fils Nadir, je pense que les faits sont suffisamment caractérisés pour aboutir à une condamnation en vertu de l'article 222-13 du Code pénal. Je pense aussi que le prévenu a commis les faits alors qu'il était en état de récidive légale, ce qui veut dire que la peine encourue est doublée. Donc il encourt non pas 3 ans de détention, mais 6 ans. Donc à mon avis, pour ma part, les faits sont constitués. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense que le dossier est bien fondé, bien constitué. Et le fait que Madame Dubois a donné son version de son histoire, c'est clair. Et appuyé aussi par les certificats médicaux, je pense que M. Dubois est bien coupable. Oui, d'accord. Mais maintenant, on doit délibérer la peine. Donc, combien et le procureur de la République, aussi bien que l'avocat de la défense, ont proposé des mesures alternatives, et particulièrement le soin psychiatrique et thérapeutique après l'incarcération. Êtes-vous d'accord que cela est approprié? Oui, je pense que d'abord, on devrait déterminer une peine de prison et puis ensuite, on déterminera ce qui se passe à la sortie. Pour la peine de prison, M. Dubois a déjà été incarcéré à 2 reprises et sa dernière peine de prison était de 8 mois. Visiblement, il n'a pas appris sa leçon et continue d'exercer des violences contre sa propre famille, ce qui témoigne de son caractère violent et dangereux. Donc pour assurer l'ordre public, la sécurité non pas seulement de sa famille, mais aussi des gens dans la société civile, je pense que c'est raisonnable de prononcer de nouveau une peine privative de liberté ferme. Moi, je propose 12 mois. 12 mois, dont 6 avec sursis. Et 6 fermes. Je ne sais pas ce que vous pensez. Bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord aussi qu'il s'agit d'une récidive. Et non seulement il pose le danger pour sa femme, étant donné qu'il a déjà essayé de lui être en contact par le biais de son frère, mais c'est aussi qu'il pose le danger à la sécurité publique. Donc je suis d'accord et en faveur de la peine d'emprisonnement ferme. En termes de quantité, moi je propose l'emprisonnement ferme de 18 mois, dans 6 avec sursis. Oui, je suis d'accord avec l'assesseur, 18 mois. Parce qu'il était déjà en prison ferme, mais il n'a pas appris la leçon. Donc 12 mois, c'est pas assez. Je suis d'accord, c'est 18 mois. D'accord, donc la majorité, c'est vous deux qui l'emportez. Donc la peine, c'est 12 mois ferme, enfin, c'est 18 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes et 6 avec sursis. D'accord, donc maintenant que nous avons déterminé la peine, nous pourrons voir ce qu'il devient de M. Dubois lorsqu'il aura fini de purger sa peine. Je pense que, comme le rapport psychiatrique le mentionne, il est incurable
mais réadaptable. Ce qui veut dire qu'à mon avis, à sa sortie de détention, un suivi socio-judiciaire s'impose et une injonction de soins. On peut faire durer le suivi socio-judiciaire 1 an. Ça me paraît raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'un an est bien approprié et on peut suivre. On fait la proposition de l'avocat de la défense, c'est-à-dire l'injonction thérapeutique pour le cannabis, mais aussi le suivi pour le programme de sensibilisation à l'égard de la violence conjugale. Et ensuite, faut-il aussi retirer l'autorité parentale de M. Dubois? À mon avis, vu le bas âge des enfants et vu l'état de dépendance de Madame Dubois vis-à-vis de Monsieur Dubois, notamment financièrement, puisqu'elle ne travaille pas et qu'elle a seule la charge de l'éducation des enfants, si on décide une mesure d'éloignement au point du retrait de l'autorité parentale de Monsieur Dubois sur ses enfants, j'ai peur que l'exclusion de Monsieur Dubois du cadre familial et pour conséquence une dégradation des conditions de vie de ses 2 fils et de sa femme. Donc à ce stade, je pense qu'un retrait de l'autorité parentale pourrait avoir des effets néfastes inattendus sur les victimes. Pour moi, je pense que le cœur du dossier et la violence conjugale que M. Dubois a porté sur sa femme. Et donc, à ce stade, je pense que le tribunal ne prononce pas sur l'autorité parentale de M. Dubois. Et enfin, nous allons délibérer sur le dédommagement de la partie civile. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile a demandé une réparation de 1 000 € pour Mme Dubois et 1 500 € pour Mme Duval. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il me semble que c'était 2 000 € pour 2 000 pour Madame Dubois et 1 500 pour Madame Duval pour les portes cassées. À mon avis, pour les portes cassées, oui, Madame Duval doit être dédommagée de l'intégralité du coût qui a été causé, qui a été engendré par la dégradation des portes. Donc 1 500, si c'était le coût de la réparation des portes, c'est ce qui doit être alloué. Et vis-à-vis de Madame Dubois, 2 000 me paraissent peut-être légèrement excessifs en vue du fait qu'elle n'a pas produit de justificatif de dommages pécuniaires, mais en évaluant le préjudice moral, à mon avis, ça me semble équitable de lui allouer comme Madame Duval, donc 1 500 pour Madame Dubois et 1 500 pour Madame Duval. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'avis que la somme réquisitionnée par le procureur de la République est inférieure de ce qui devrait l'être. Donc, moi, je pense que personnellement, je suis en faveur de la somme maximale, c'est-à-dire 2 000 € pour Madame Dubois et 1 500 pour Madame Duval. Si vous avez d'accord, on a dit le prix. Je suis d'accord avec vous. Le somme et le prix. 1 500, oui. Pour les deux, oui. Oui. Donc, pour résumer, M. Dubois, coupable, en répression, 18 mois d'emprisonnement ferme, plus 12 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins thérapeutiques et interdiction d'approcher sa femme. Si elle ne respecte pas ses obligations, elle sera condamnée à 1 an d'emprisonnement supplémentaire. Ne prononce pas le retrait de l'autorité parentale. Et on est d'accord sur la somme demandée. Donc c'est 2 000 € pour Madame Dubois et 1 500 € pour Madame Duval.
Le tribunal, veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Monsieur Dubois, levez-vous. Après avoir délibéré les arguments, les faits et les preuves exposés pendant l'audition, compte tenu de votre casier judiciaire et étant donné la récidive des actes en question, Monsieur Dubois, le tribunal vous déclare coupable des délits visés à la prévention. En répression, le tribunal vous condamne à 18 mois en emprisonnement ferme, plus 12 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins thérapeutiques et interdiction d'approcher Madame Dubois. Et si vous ne respectez pas ces conditions, vous serez condamné à 1 an d'emprisonnement supplémentaire. Le tribunal décide que les faits reprochés sont sur la conjointe et non sur les enfants de M. Dubois. Et le tribunal ne prononce pas sur le retrait de l'autorité parentale. En outre, le tribunal prononce en faveur de réparation de 2 000 € à Mme Dubois et 1 500 € à Mme Duval. Vous avez un délai de 10 jours pour faire appel à la décision si vous la contestez. Okay, je vous remercie et l'audience est levée. Très bien, donc j'espère que vous avez apprécié la performance de nos étudiants et de Marie-Agnès également. Donc peut-être quelques minutes consacrées à des questions-réponses. Est-ce que vous avez des interrogations sur le déroulé du procès? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Voilà, la parole est à vous. Oui, alors, on passe au micro. Bonjour, mon nom c'est Carrie Wallace, je viens de Montréal et je suis étudiante en droit à la faculté de droit à l'Université de Montréal. Je voulais juste savoir, est-ce que sous le Code civil, est-ce que le déroulement qu'on a vu ce matin, aujourd'hui, ça serait pareil ou exactement, plus ou moins pareil qu'en France, ou est-ce que ça serait différent? Alors, l'audience qu'on a vue aujourd'hui, elle n'est pas prévue par le Code civil, mais par le Code de procédure pénale. Aujourd'hui, on a voulu recréer un procès en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Donc, effectivement, ça serait très similaire à ce qu'on vient de voir, sauf que Madame la Présidente porterait une robe noire, puisque la robe rouge, comme ça, est réservée au procès devant la cour d'assises. Oui. Une autre différence par rapport... donc voilà, les audiences de comparution immédiate sont celles qui jugent les flagrants délits. Donc, les faits qui ont été commis dans un temps très voisin de l'audience même. À un moment donné, il a été mentionné que la police était intervenue la veille. Donc dans le contexte ici, tous les faits se sont produits hier. Et... Monsieur Dubois, normalement, venait du petit dépôt, donc au tribunal judiciaire, était placé en garde à vue toute la nuit et était jugé en sortant de garde à vue. Et d'ailleurs repartirait incarcéré dans un centre de... Et donc... La seule différence que vous verrez dans un vrai procès de comparution immédiate, c'est que le rapport psychiatrique serait lu, l'expert psychiatre ne se rendrait pas. Ça, c'est réservé au procès d'assises, en règle générale. Voilà, sinon, c'est vraiment extrêmement... c'est très fiable. Ça ressemble fortement à ce que vous verrez dans un... Super. Voilà.
Et ma dernière question, c'est à propos du montant maximum pour exemplaires ou moraux. Mais je voulais juste savoir exactement le 2000 € maximal, c'est justifié comment exactement, au lieu que ça soit 1500, c'était 2000, pourquoi exactement? Ça, c'était une question de vote. Moi, j'avais proposé 1500 pour la partie... j'avais proposé 1500 pour la victime et 1500 pour la propriétaire de l'appartement dont la porte a été cassée. Au final, on a procédé par vote. Donc, la présidente et le second assesseur sont tous les deux prononcés en faveur d'une réparation à hauteur de 2000 € pour la victime, pour la femme du prévenu. Et donc, par vote, ma proposition perd. Il n'y a pas de maximum ou minimum pour les dommages et intérêts qui sont alloués aux victimes. En règle générale, on applique... Alors ça, c'est un principe. C'est un principe. On applique le droit civil. Donc à la fin, lorsqu'on a alloué les dommages et intérêts, c'était pas donc ça ne figure pas dans le code pénal, mais dans le code civil. Le principe, c'est la réparation intégrale du dommage, c'est-à-dire rien de plus et rien de moins que le dommage. Pour la porte cassée, pour les dommages matériels, c'est facile à quantifier, puisque un devis pour la réparation de la porte permettrait d'évaluer la teneur du dommage. Pour les préjudices moraux, c'est beaucoup plus compliqué, puisque en principe, en France, les soins médicaux sont gratuits. Donc, la victime ne va pas dépenser beaucoup d'argent pour ses soins médicaux, normalement. Le préjudice moral est quantifié un peu différemment. Alors, il y a des règles, en droit civil français, on a ce qu'on appelle la nomenclature d'un TIAC. Mais ça semble très subjectif, non? Un petit peu, parce qu'il n'y a pas de quantité. Quand c'est la moralité, c'est... Effectivement. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffre. Donc oui. En France, les dommages et intérêts pour le préjudice moral sont en règle générale assez faibles par rapport aux États-Unis, puisque aux États-Unis, vous avez le caractère un peu punitif des dommages et intérêts. En France, non. Les dommages et intérêts ne sont pas punitifs, ce qui explique qu'en règle générale, pour la réparation des dommages moraux, enfin du préjudice moral, c'est assez faible. Mais on le reconnaît quand même. On reconnaît en France le préjudice moral, et qui peut être quantifié monétairement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, maître. Oui, voilà, c'est un peu plus technique. En fait, en droit civil, on se base pas sur rien. Il y a en droit civil la nomenclature d'un TIAC. Alors peut-être qu'à Montréal, effectivement, aussi, ils connaissent ça. Je crois que c'est assez spécial à la France. Mais en gros, c'est une liste de chefs de préjudice qui peuvent être réparés, et en fonction effectivement de la jurisprudence, on voit combien sont alloués. Mais c'est très très rare. J'ai assisté une fois aux assises des dommages et intérêts sur des faits extrêmement graves de violences sexuelles sur mineurs de moins de 6 ans. Et le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués, c'était 15 000 € dans ce cas, mais parce que le prévenu avait aussi des revenus très élevés. Ici, dans le cas d'espèce, le prévenu gagne 1 300 € par mois, donc c'est aussi plus compliqué. Peu réaliste voilà, au final, ça doit être le prévenu, même si en France, on a la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, donc c'est une sorte d'assurance publique, enfin c'est un fonds qui indemnise directement les victimes d'infractions, parce que normalement, voilà, les auteurs d'infractions sont insolvables. Voilà.
Oui, merci. Je voulais d'abord vous féliciter. C'était vraiment passionnant à écouter. J'ai une petite question sur ce qui a été proposé par l'avocate de la défense, où elle suggérait un bracelet électronique. Ça n'a pas été repris dans les conclusions. Je voulais savoir si ça relève du juge d'application des peines ou si c'est la formation de jugement qui peut se prononcer dessus. Et puis j'avais aussi une petite question, mais alors là qui est totalement en dehors de ce qu'on fait ici. Comment ça se passerait ici? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des comparaisons à établir avec le jugement de ce type d'infraction en Thaïlande? Alors je ne sais pas si on a des étudiants en droit. Non. Alors le bracelet électronique existe également en Thaïlande. Le bracelet électronique, la détention, le nom entier, c'est détention à domicile sous surveillance électronique, qui donc fonctionne par le biais d'un bracelet électronique. C'est une peine d'emprisonnement ferme. Donc c'est le juge d'application des peines qui le décidera. Là, ce que le tribunal a prononcé, c'est une peine d'emprisonnement ferme. C'est donc avec une fois que le prévenu sera renvoyé devant le juge d'application des peines, il pourra en effet décider d'un bracelet électronique ou d'un régime de semi-liberté ou tout un tas de choses pour purger la peine d'emprisonnement ferme. On peut aussi faire en sorte que la peine d'emprisonnement ne soit pas exécutée d'un seul coup, mais divisée. C'est-à-dire il peut seulement dormir, passer l'après-midi en détention, et puis la matinée il travaille. Et donc ça a pour effet de rallonger la peine d'emprisonnement ferme. Bref, le juge d'application des peines dispose d'un certain nombre d'aménagements possibles. Une autre question? Je vous félicite, ce que vous avez fait, c'est énormément impressionnant. Dans le contexte différent entre la justice de Thaïlande et la justice de France, en Thaïlande, pour les procès pénals et le procès civil, les parties, le juge, Madame la Présidente, va nous inviter de trouver le compromis ensemble avant l'audience. C'est-à-dire que si les parties peuvent trouver un accord ensemble, etc., comme ça, on va raccourcir le temps de l'audience. Donc, j'aimerais savoir, dans le tribunal français ou française, est-ce qu'il y a la session de compromis, de trouver la réconciliation avant l'audience ou pas? Parce que sinon, les deux parties peuvent trouver un accord eux-mêmes et ils ne voulaient pas avoir le jugement au final, ce qui est bénéfice pour les deux parties. Merci. Alors, ça, c'est quelque chose qui existe en Thaïlande. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont aux États-Unis, le plea bargaining, où, en effet, les parties peuvent négocier un accord avant tout procès. Mais ça tient au fait que le système pénal des États-Unis et aussi de la Thaïlande est principalement accusatoire. C'est-à-dire que ce sont les parties qui mènent le procès. C'est la victime et son avocat qui ont la charge de rassembler les preuves et vice-versa contre le prévenu, et le prévenu d'assurer sa défense. Donc les parties jouent un rôle plus important dans un système accusatoire. En revanche, en France, on est dans un système inquisitoire. Donc c'est le ministère public qui a la charge dans les affaires délictuelles, et puis le juge d'instruction dans les affaires criminelles, de recueillir les preuves à charge et à décharge, donc de déterminer la vérité. Et également, ce n'est pas parce qu'une victime retire sa plainte que le prévenu, enfin la personne contre qui une plainte a été visée, ne sera pas jugée, puisque en fait la victime ne décide pas si la personne sera poursuivie devant un tribunal
pénale ou pas. C'est qu'elle a l'opportunité de déterminer si elle veut se constituer partie civile, donc recevoir des dommages et intérêts, etc. C'est le ministère public, c'est le procureur de la République qui dispose du monopole sur l'opportunité des poursuites en France, même si on peut tempérer, il y a des exceptions, mais c'est toujours le ministère public en principe qui décide de poursuivre ou non une personne. Ce qui fait que le plea bargaining et l'accord entre les parties pour ne pas aller devant un tribunal n'est pas possible en France. En revanche, ceci étant dit, le ministère public pour les infractions qui sont réprimées de moins de 5 ans d'emprisonnement peut décider une alternative aux poursuites. Donc ici, en l'espèce, c'est 3 ans d'emprisonnement ferme, mais sauf que ça n'aurait pas été possible de ne pas aller devant le tribunal correctionnel, puisqu'il était en état de récidive légale et que la peine est de 6 ans. Il encourt 6 ans, en fait, pas 3 ans. Donc ce n'était pas possible ici. Mais s'il n'avait pas été récidiviste, il aurait pu faire l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et donc en dehors de tout procès et même de poursuite. Donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est pour les infractions qui sont punies de 5 ans d'emprisonnement ou moins, et c'est conditionné au fait que le prévenu reconnaît les faits. Et lorsque le prévenu reconnaît les faits, le ministère public a l'opportunité de proposer une peine, notamment de réparation, en dehors de tout procès. Il propose une peine, donc un stage de sensibilisation aux violences conjugales, ou même et ça peut être des peines de prison qui vont jusqu'à 3 ans. Donc, et si le prévenu accepte la peine qui est proposée par le ministère public, et si le tribunal ensuite homologue et donne son tampon signe la peine qui est proposée par le ministère public, on peut aboutir en fait à voilà, une condamnation, une peine sans procès. Où, voilà, il n'y a personne qui intervient. Donc voilà, c'est notre système en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des étudiants de droit dans l'université thaïlandaise? Oui, d'accord. Non, il n'y a pas d'autres étudiants en droit? Non, marrant. Avez-vous d'autres questions sur des petits détails d'organisation, sur les... Là, ça a été explication assez technique sur les peines. Non? Moi, je voudrais reposer une question. Donc, sur les participants, en fait, je comprends que le tribunal donc participait à la session de formation, mais il y en avait d'autres également qui sont dans la salle. Et quelle est leur origine et quelles sont leurs motivations? En fait, pourquoi avez-vous décidé de participer quand nous avons fait grand appel aux étudiants, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet atelier? Voilà, on va commencer peut-être par Igor. Donc, bonjour. Pourquoi? C'est parce que j'ai vu ça sur la page Facebook et après, j'aimerais poursuivre mes études en droit. Et après, j'ai passé une année d'échange en France, dont l'année dernière. Donc, je peux parler un tout petit peu français. Et je pense que ce serait bien aussi d'intégrer ces deux aspects. Enfin, je pense que ce sera enrichissant et ça a été. Donc, oui, j'ai bien apprécié. Merci. Bonjour. Pourquoi j'ai participé à cet atelier? C'est parce que je suis étudiant de la faculté de français et je pense que cet atelier me donne de l'opportunité de m'enrichir des compétences de français, particulièrement dans le domaine de droit, pour savoir comment ça marche le procès de justice de la France. Et je pense que c'est gratuit. Pourquoi pas? Alors, pour moi
personnellement, j'ai une formation en sciences politiques et j'ai fait aussi la théorie politique master en France. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse bien, la question des droits, la question de société. Et j'ai aussi l'occasion de participer au cours de droit en France. C'était Antoine Carapon, donc il était juge pour le cours pour les enfants. Donc il m'a inspiré beaucoup pour voir exactement quelles sont les procédures, le déroulement dans la salle de procès. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup. Pour moi, en fait, quand j'ai vu l'annoncer de cet atelier, j'ai aucune idée parce que j'ai aucune expérience avec le droit et tout ça. Je travaille dans le domaine du tourisme. Mais j'aime bien d'abord, j'aime bien la langue française et je suis étudiante à l'Alliance française de Bangkok et le professeur ici, c'était bien. En fait, la première simulation, on a 5 en total, mais la première simulation, c'est Isabelle qui a préparé tous les lexiques pour nous et enseigné. Oui, c'est vous deux, c'est ensemble. Et pour moi, j'ai appris beaucoup de vocabulaire dans ce domaine. C'est une très bonne opportunité à apprendre ça. Oui, ça c'est vraiment la motivation. En fait, pour moi, c'est pratiquer le français, c'est apprendre quelque chose pour cet atelier. Alors, pour moi, comment dire, après ma remise de diplôme en lettres, alors rien à voir avec le droit, je n'ai pas d'occasion pour pratiquer mon français. Alors principalement, c'est pour faire revivre mon français. Et en plus, dans ma vie réelle, je travaille pour une ONG des animaux, alors aussi rien à voir avec le droit. Mais je trouve que cet atelier est passionnant et alors j'ai décidé d'y participer. Moi, une fois, j'ai vu aussi l'appel de cette formation sur le Facebook de l'Alliance française. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je ne suis pas dans le domaine du droit. Je suis en fait enseignant de FLE, français langue étrangère, et en même temps, je suis aussi guide touristique. Pendant 5 semaines de formation, ça m'a beaucoup aidé à découvrir des vocabulaires, des tournures et aussi des questions sur le droit. Je pense que c'est une bonne occasion de transmettre aussi à mes étudiants dans la classe de FLE. Merci. Alors, Lucky, expert psy. Merci. Pour moi, je pense que je voulais juste parler français, tout simplement. Parce qu'ici, à Bangkok, on n'a pas beaucoup d'occasions de vraiment parler. Et ça fait 4 ans que j'ai commencé à apprendre ici avec l'Alliance française de Bangkok. Donc, je me disais, pourquoi pas, ça va être une expérience assez unique. Donc, c'est pour ça que je me lançais. Oui, c'est tout. Merci. Voilà, merci. Marie-Agnès, un petit mot? Alors moi, je suis arrivée assez tardivement sur ce projet et je regrette de ne pas avoir pu y participer plus tôt. Je suis juriste aussi de formation et le fait de pouvoir partager avec des étudiants thaïlandais me semble extrêmement positif et très enrichissant. Ah oui, et moi je suis donc élève avocat auprès du magistrat de liaison à l'ambassade de France. Et donc le magistrat de liaison est actuellement en déplacement à Paris. Et donc voilà, de toute façon, c'était un grand plaisir pour moi d'organiser cette simulation de procès. J'ai jamais fait quelque chose comme ça. J'ai même dans le cadre de notre formation, on ne fait pas des procès simulés à ce point avec la robe. C'est la première fois de ma vie que je porte une robe.
Normalement, on n'a pas le droit de la porter. Là, ok, parce qu'on est dans un théâtre, enfin dans un auditorium, donc c'est... C'est la même raison pour nous, en fait, c'est Oui. l'opportunité de porter ça. Oui, et spécialement celle-là que tu portes, parce que ça, c'est une robe de président de cour d'assises ou d'avocat général devant la cour d'assises. Donc, personnellement, je pense que je ne porterai jamais cette robe, sauf si, dans de nombreuses années, je décide d'une reconversion. Mais non, c'était vraiment juste un plaisir d'échanger avec des étudiants FLE, thaïlandais et aussi du Népal, qui ont, à mon avis, un excellent niveau en français pour le peu, effectivement, que vous pouvez le pratiquer à Bangkok. Donc vraiment, je tiens à vous féliciter tous pour ce travail très impressionnant, à mes yeux, que vous avez fait, surtout en n'étant même pas des étudiants français en droit. Donc vraiment, chapeau bas, et vous pouvez être fiers de vous. Et c'était aussi un plaisir de représenter cette pièce devant l'audience aujourd'hui. Donc voilà, merci. Alors, je vous propose de venir tous sur la scène, voilà, et nous allons vous remettre des certificats de participation, voilà. Ok, venez tous là devant les... On va peut-être déplacer un petit peu. Oui. On va les faire l'un après l'autre, comme ça vous permettra, une fois que votre nom est appelé, de venir sur scène. Alors, on va reprendre la liste, pardon. Ne bougez pas. Isabelle, si tu veux bien venir près de moi, s'il te plaît. Alors, donc, je veux bien que tu prépares les diplômes. Donc, on va commencer donc, par le prévenu, Kun Tanawit. Félicitations pour ce rôle difficile, Voilà. qui ne laisse pas présager de vos qualités morales. Et merci. Il a très bien joué. Très bien. Kun Tanawit, vous pouvez rester au centre. Voilà. Les gens vont vous recevoir au fur et à mesure. L'avocat de Kun Tanawit, du prévenu. Madame Piengfa, voilà. S'il vous plaît. Une photo. Voilà, très bien. Ensuite, nous avons peut-être la victime. Alors, la victime. Dans l'ordre, pour monter jusqu'au juge ensuite. Madame Marie-Agnès. Marie-Agnès Lenichar, Marie-Agnès. L'avocat de la victime. L'avocat de la victime, c'est monsieur Elio. Elio, cher Elio. Félicitations. Voilà. Nous avons ensuite le procureur, n'est-ce pas, alors, de la République. Le procureur, monsieur Kritamet. Elio, s'il te plaît, venez ensemble. Mais restez sur la scène. Kun Kritamet. Très bien. Les assesseurs ensuite. Alors, non, Kun Lucky, peut-être l'expert psychiatre. Voilà, l'expert. Voilà, cher Lucky. Donc là, nous passons au tribunal. Donc, les assesseurs. Munintorn, Karl. Kun Munintorn, cher Karl. Cher Sébastien, nous n'avons pas de diplôme, mais s'il te plaît, fais-nous le plaisir d'être avec nous sur scène. Bravo Sébastien et merci pour l'organisation et l'expertise très précieuse. Et Madame la Présidente. Et Madame la Présidente, chère Madame la Présidente, chère Dan Lin. Voilà, une photo. Madame, chère Isabelle. Voilà, je vais mettre de l'autre côté. Très bien, merci à toutes et à tous. Et je voudrais juste ajouter que donc, le procès a été filmé, comme cela a été dit, donc on va vous envoyer le lien ensuite. Vous pourrez regarder la vidéo à nouveau et vous pourrez la transmettre à vos amis et à vos familles. Voilà.